Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le voilà, le nouveau sommaire. Gros plan aujourd'hui sur La France s'engage, la Fondation de l'innovation sociale. Déjà à 10 ans d'action, d'initiative et chaque année un concours. On s'intéresse aux projets finalistes et dans un instant, la Fondation qui lutte notamment contre les inégalités scolaires. Comment, avec justement quelles initiatives et surtout quels résultats? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Et puis, comme d'habitude, Alix sort sa loupe et on parle de... Oui, je vous parle de l'APELS pour l'Agence pour l'éducation par le sport. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Oh là là, que de mystère. Que de mystère. Dans 10 minutes, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, c'est avec Damien Baldin. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur général de la Fondation La France s'engage. Joyeux anniversaire. Merci. 10 ans déjà. J'avais envie de vous poser la question, quand est votre anniversaire, mais quand est-ce que vous avez fêté votre anniversaire? Mais vous m'avez répondu en coulisses que c'était un petit peu toute l'année. Mais c'est quand même une année charnière, non? Ça fait 10 ans que la France s'engage. Ça en fait des projets. A accompagné 187 associations et entreprises sociales qui toutes ont développé un projet d'innovation sociale au service des Français et notamment des plus vulnérables. En moyenne, on peut estimer que, à l'issue de l'accompagnement de la France s'engage, ces structures ont pu multiplier par 10 le nombre de leurs bénéficiaires, ont pu multiplier par autant leur nombre d'implantations territoriales, car c'est là qu'est tout l'enjeu de la France s'engage. C'est comment vous aider des associations qui améliorent la vie des gens, qui apportent du progrès social, à améliorer non seulement leur impact social, mais aussi leur impact territorial, faire plus sur plus de territoires. Et depuis 10 ans, c'est au quotidien ce que nous faisons. 2014-2024, un bien bel anniversaire, encore une fois. Quelles sont les missions de la France s'engage et quelle est son évolution, justement, en l'espace de 10 ans? C'est dur de prendre du recul, de regarder dans le rétroviseur? Son évolution, c'est justement de rester fidèle à sa mission originelle. Et c'est sans doute ça qui est le plus important. Ces missions, elles sont très simples. C'est d'abord, sur tout le territoire français, et notamment en Outre-mer, dans les métropoles comme dans les régions rurales ou périurbaines, détecter et sélectionner ce que les Français inventent au quotidien pour aider les leurs et pour apporter du progrès social. Il y a donc ce travail de sélection qui concrètement s'organise à travers un concours annuel. Vous savez combien de projets vous devez sélectionner? Cette année, prenons un exemple, cette année nous avons reçu plus de 400 candidatures qui couvrent l'intégralité des territoires et des départements français. Une quarantaine de finalistes, c'est ça? Une quarantaine de finalistes et chaque année entre 12, 15 et 16 lauréats. La deuxième mission de la France s'engage, c'est justement d'accompagner ces structures dans leur changement d'échelle. Et cela, c'est leur donner d'abord du temps long à travers un soutien financier de 3 ans, jusqu'à 300 000 euros sur 3 ans. Un accompagnement aussi technique pour leur apporter des compétences et des services auxquels n'ont pas forcément accès par manque de moyens, par manque de réseau. Ces associations dans le domaine juridique, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la stratégie. Et puis un label. Le label de la France s'engage, c'est justement ce label qui va leur permettre d'aller chercher d'autres financements, d'avoir accès à d'autres réseaux pour assurer leur changement d'échelle. Alix. Et qu'est-ce qui fait un bon projet? Qu'est-ce qui distingue ceux que vous avez retenus? Nous évaluons les projets selon 3 critères. Leur innovation sociale ou environnementale, à savoir dans quelle mesure leur projet apporte une réponse nouvelle à la question du décrochage scolaire, à la question du mal logement, à la question de la pauvreté. Et donc pour ça, on regarde ce qui est déjà fait. On regarde ce qui est déjà fait. Nous apprécions leur impact social démontré. Quels sont leurs premiers résultats? Vous ne pouvez déposer un dossier qu'après à minimum 3 ans d'existence. D'accord. Et puis, nous apprécions aussi leur capacité au changement d'échelle. Est-ce que l'association nous semble à la fois assez robuste, mais aussi suffisamment volontaire pour demain, aller se déployer dans d'autres régions? Et à partir de ces 3 critères-là, sur un dossier conséquent, après avoir été examiné par en moyenne 7 examinateurs différents. Et qui sont ces examinateurs, justement? Alors, les examinateurs, ce sont des gens
comme vous et moi, et comme celles et ceux qui portent des projets. Donc ça change chaque année concrètement, c'est ça? Ça change chaque année. Les jurys sont composés à la fois d'experts et de non-experts. Le président est là ou pas? Le président ne sélectionne pas les projets. Les projets sont sélectionnés et évalués par ces grands jurys. Cette année, sur les 400, 600 examinateurs ont été mobilisés, des salariés des entreprises mécènes, d'anciens lauréats et d'autres partenaires des collectivités territoriales ou d'autres fondations qui croisent leur regard pour évaluer ces dossiers. Mais alors, est-ce que ces projets ils répondent à des besoins immédiats ou à moyen ou plus long terme? Il y a de tout? Ils répondent forcément à des besoins immédiats et concrets, c'est essentiel, et c'est là qu'est l'innovation sociale. C'est que par leur réponse concrète, ils doivent aussi apporter une réponse nouvelle qui, demain, peut-être peut passer à l'échelle et pourquoi pas devenir une politique publique qui va améliorer la situation. Donc, on est à la fois dans l'efficacité du traitement, mais aussi dans le potentiel changement d'échelle, et que ce qui est apporté par une association, demain peut être repris par une collectivité. Mais il y a des champs d'intérêt prioritaires. Par exemple, il nous faut tant de projets ou un tel pourcentage de projets dédiés à l'environnement, tel pourcentage dédié à une autre problématique. Eh bien, non. Non. Ce qui nous intéresse toujours, ce sont les 3 critères. Et on ne décide pas a priori ce pourquoi les Françaises et les Français s'engagent. Et donc, si, à travers ce concours, c'est la réalité de l'engagement des Françaises et des Français. Et que si ce projet-là remplit tous ces critères, alors ce n'est pas nous, a posteriori, Fondation La France Engagée installée à Paris, qui allons donner des thématiques. Donc ça, c'est vraiment essentiel aussi, ce concours qui est là aussi pour écouter et observer au quotidien l'engagement des Français. Dans quelle mesure l'innovation sociale, déjà, qu'est-ce que l'innovation sociale pour vous, Damien Baldin, et comment cette innovation sociale peut s'appliquer à l'école de la République? L'innovation sociale, c'est de pouvoir trouver une solution nouvelle face à un problème de société que nous arrivons difficilement à couvrir. Je vais prendre un exemple que vous avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, depuis plusieurs années, et le phénomène s'accroît, nous manquons d'enseignants dans l'éducation nationale. Ça a des conséquences sociales dramatiques. Et à travers l'association Le Choix de l'école, est portée l'idée de pouvoir recruter, accompagner, former autrement des jeunes diplômés, des jeunes actifs, pour les amener vers le métier d'enseignant. C'est-à-dire apporter une nouveauté, quelque chose de complémentaire, ici à l'éducation nationale, pour se dire comment je fais pour attirer des nouveaux profils dans le métier d'enseignant, comment je fais pour les fidéliser et comment, in fine, je rends plus attractif ce métier fondamental de la République et de l'école. Quels sont les profils qui portent ces projets? Est-ce qu'il y a tous les profils possibles ou est-ce qu'il y a un profil qui se distingue avec ces porteurs de projets? Non, ce qui les distingue, c'est qu'ils arrivent tous à couvrir l'intégralité du champ et continuons sur la veine éducative. Il n'y a pas de projet qui se concentre sur l'orientation ou sur l'insertion professionnelle. Et ce qui est le propre de La France S'engage, c'est de pouvoir aider des associations qui couvrent toute la chaîne de la réussite éducative, tous les âges et tous les moments clés de la réussite éducative. Des structures qui s'attachent à la petite enfance et aux crèches et à la formation des professionnels de la petite enfance, des projets qui s'attachent à travailler, à améliorer l'apprentissage de la lecture, on le sait fondamentalement en grande section, et au CP comme Agir pour l'école, aider des structures qui sont sur l'orientation des jeunes ruraux, chemin d'avenir, ou des jeunes d'éducation prioritaire, des associations qui, elles, s'intéressent sur l'insertion professionnelle dans les métiers de la transition écologique ou dans les métiers industriels. Et c'est justement la spécificité, c'est d'avoir et d'accompagner tout un réseau d'associations qui portent des innovations sociales à chacun des moments clés et auprès de chacun des acteurs clés de la réussite éducative. Alix.
Et vous l'avez dit, vous n'avez pas de prérequis en termes de champ d'intérêt. Malgré tout, ces candidatures, ces projets, c'est un peu la caisse de résonance des préoccupations des Français. Comment vous les voyez évoluer au fur et à mesure? En 10 ans, typiquement, il y en a de plus en plus dédiés à l'environnement, j'imagine. Qu'est-ce qui évolue? C'est quoi les grands changements? Alors, il y a d'abord les permanences. Excusez-moi de rester sur la permanence, mais 10 ans, c'est aussi une permanence. Et l'éducation et l'école sont une permanence le sujet qui... depuis 10 ans. D'accord. Et la question de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. C'est, à minima, chaque année, presque un tiers des projets de la France Engage depuis 10 ans, sans qu'il y ait assez peu de variations. Néanmoins, quand vous regardez un peu dans la maille fine des projets d'éducation qui, finalement, brassent des sujets extrêmement larges, on voit pointer depuis quelques années le sujet de la petite enfance. Mais ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, il manque en France un service public de la petite enfance. On sait que la question des inégalités sociales et des inégalités scolaires, elle se joue entre 0 et 6 ans et entre 0 et 3 ans. Entre 0 et 3 ans, il n'y a pas d'école. Et donc, on voit des projets qui s'attachent à être attentifs à la situation alimentaire, à la santé, à... On peut en citer certains? Oui, je pense à... Il y aura d'autres, bien sûr, mais il y en a tellement. Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, qui va s'attacher avec les collectivités territoriales à mieux former les professionnels de la petite enfance aux compétences psychosociales. Le programme Malin, qui va s'attacher à pouvoir assurer une alimentation plus saine et une éducation nutritionnelle plus avancée chez les familles les plus pauvres. Et puis, nous avons aussi le sujet de la transition écologique qui arrive, et c'est un point important pour la France s'engage, qui arrive par le sujet essentiellement alimentaire et par le sujet du lien social. L'alimentation, c'est une question à la fois de la transition écologique, mais c'est aussi une question du lien social et de la santé. Et donc, on voit monter peu à peu, je prends l'exemple de VRAC, par exemple, qui aide les habitants des quartiers populaires à pouvoir créer des coopératives d'achat auprès des producteurs locaux, la question des petites cantines qui créent des restaurants coopératifs mixtes où peuvent se mélanger des habitants des quartiers favorisés ou de quartiers défavorisés. Et donc nous voyons bien là, à travers la question de l'alimentation, comment se mêlent les thématiques plus larges de la France Engage, qui étaient la santé, l'éducation. Et puis pareil, sur la transition écologique, une des grandes réussites récentes de la France Engage, ce sont les écoles de la transition écologique. C'est une idée formidable qui naît dans un petit village, à Lage, aux confins de la Haute-Garonne et du Gers, par un éducateur des quartiers populaires à Toulouse, et dont le métier est de s'occuper de ces décrocheurs qui sont encore malheureusement près d'1 million, vous le savez ici. Et il cherchait à les sensibiliser à la question de la transition écologique. Peu d'écho auprès de cette population de jeunes décrocheurs, et puis il décide de les amener, d'en amener quelques-uns dans son village, dans un lieu d'agroécologie. Et là, naît la première école de la transition écologique qui forme des jeunes décrocheurs au métier manuel de la transition écologique. Une école dans ce petit village en 2019, repérée par la France Engage. Aujourd'hui, plus de 25 écoles à travers toute la France, et où c'est absolument le projet parfait. C'est qu'à la fois, vous apportez une innovation pour répondre à la question du décrochage scolaire, et vous répondez à la question économique de l'emploi dans ces métiers-là qui sont extrêmement en tension, où il y a des problèmes de recrutement pour le technicien, pour l'artisan dans le bâtiment. Et en même temps, vous rendez ces jeunes qui étaient censés être les plus éloignés des questions environnementales d'un point de vue territorial et d'un point de vue social, vous les rendez pas seulement sensibilisés à la question, vous les rendez eux-mêmes autonomes et acteurs de la transition écologique. Et ça, c'est typiquement un sujet qui croise tous les enjeux aujourd'hui de notre société. Au final, c'est plus dur de trouver les bonnes idées ou c'est plus dur de les mettre en œuvre? Les deux, mon capitaine, je pourrais vous répondre. Le plus important, et là on rentre dans la maille fine de notre travail à la France s'engage, c'est de trouver un modèle économique pérenne. Et ça, c'est l'essentiel de notre
accompagnement. Nous sommes dans des structures dites de l'économie sociale et solidaire, qui ont des modèles tournés autour de l'intérêt général, du non lucratif, mais dans lesquels il est possible de créer des filières plus commerciales qui peuvent apporter, au-delà des subventions publiques qui sont toujours nécessaires, au-delà du mécénat, des revenus pour assurer aujourd'hui sur des projets-là qui sont aussi un peu l'économie de demain. Une économie qui relève à la fois de l'intérêt général, du non lucratif, mais qui aussi parvient à avoir une activité lucrative qu'elle met toujours au service de l'intérêt général et de la structure non lucrative. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix Nguyen. Et aujourd'hui, Alix, tu nous parles d'une association qui considère le sport comme un outil d'insertion sur le marché de l'emploi. Exactement, c'est la vision portée par l'Agence pour l'éducation par le sport, fondée en 1997 avec à sa tête Jean-Philippe Assensi. Cette initiative est née du mouvement Fais-nous rêver, qu'il a initié avec l'entraîneur Jean-Claude Perrin et qui avait pour but de dénicher les meilleures pratiques en matière d'éducation et d'insertion au sein des clubs sportifs. L'association se concentre sur l'intégration des jeunes des quartiers prioritaires. Et en 2021, elle a lancé l'école de l'inclusion par le sport, ouverte à tous les jeunes, âgés de 18 à 30 ans, peu ou pas diplômés. L'appel s'intervient directement au sein des clubs sportifs grâce à des coachs spécialisés dans l'insertion professionnelle par le sport. Des coachs formés par l'association elle-même, qui a d'ailleurs développé des programmes de formation à cet effet. Leur spécificité, c'est qu'ils s'appuient sur les valeurs du sport pour les préparer au monde du travail. On écoute Zoé Duvauchel, responsable communication à l'APELS. Cette école a permis depuis 2015 à 4063 jeunes de participer à un parcours d'inclusion, soit 80% de sorties positives dans plus de 50 entreprises partenaires. Forte de cette expertise de terrain et renforcée par les travaux d'évaluation et de recherche, l'APELS a lancé son centre de formation, le Centre national de l'inclusion par le sport, le CNIS, qui a pour objectif de démocratiser et transmettre notre savoir-faire à travers la formation au nouveau métier de coach d'insertion par le sport. Cette formation innovante est la seule qui donne lieu à une certification reconnue par l'État, enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. Elle s'adresse à l'ensemble des acteurs du milieu sportif, voulant s'impliquer dans la performance sociale du sport. Et comme le souligne Zoé, l'APELS travaille avec un réseau d'entreprises partenaires, principalement dans le secteur bancaire, mais également dans le commerce et le transport. Et ces entreprises, elles forment les jeunes en interne, avec l'idée ensuite de les recruter. Le sport, ça a un vrai pouvoir, selon vous, est-ce que vous observez ? Oui, bien sûr, et je connais bien l'initiative de Jean-Philippe et nous-mêmes avons accompagné Sport dans la ville et plus récemment l'Académie Younes basée à Bordeaux et dans l'Essonne. Et au-delà évidemment de la question du sport, c'est comment nous mobilisons au service de l'éducation tous les acteurs en dehors de l'école. Il n'y a pas que l'école qui est responsable de l'éducation. Il y a évidemment la sphère familiale, mais aussi la sphère de la sociabilité, la sphère du périscolaire, de ces activités qui permettent à la fois aux jeunes d'apprendre des compétences. Et c'est aussi tout l'idée d'APELS. C'est comment les compétences que je vais acquérir par le sport, je vais pouvoir les valoriser auprès des DRH et auprès de recrutement. Et donc évidemment, ce sont des lieux qui, à la fois, le sport, c'est évidemment de pouvoir trouver des relais éducatifs qui prolongent l'école, d'où l'importance aussi de faire travailler l'école avec notamment les clubs sportifs. Ouais. Et c'est aussi un enjeu majeur, notamment de l'innovation sociale, c'est comment vous valorisez des compétences extrascolaires que l'école ne vous permet pas d'acquérir. Ouais. Je pense notamment à la question de l'oralité, par exemple, Eloquentia, que nous avons pu accompagner, et puis celle du sport, qui doivent être valorisées dans la formation professionnelle. Donc oui, évidemment, essentiel. Est-ce que la France s'engage à pouvoir profiter de l'émulation autour des Jeux Olympiques, ou c'est un petit peu à part ? C'est peut-être un... Il y a des projets qui s'appuient sur les Jeux Olympiques, d'ailleurs ? Alors, le point le plus important, ce sont d'abord les territoires concernés. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis et louer aussi l'effort du comité d'organisation, louer l'effort d'ESS 2024 par exemple, pour faire en sorte d'associer les associations, le bénévolat, de pouvoir permettre en priorité de pouvoir recruter
pour l'organisation des Jeux Olympiques, notamment des personnes en situation d'insertion qui sont suivies par les associations locales de Seine-Saint-Denis. Et puis, c'est évidemment pour nous l'occasion de valoriser, comme Sport dans la ville ou l'Académie Younes, des lauréats qui sont particulièrement impliqués dans le sport. Ça vous fait quoi, sur un plan peut-être plus personnel, d'être à la tête d'une fondation qui accompagne des projets positifs? Vous êtes un ancien du choix de l'école, on a fait une émission aussi sur le choix de l'école avec un concept aussi très intéressant. Mais ça fait quoi au quotidien? J'imagine que c'est très gratifiant. C'est un grand bonheur. C'est un grand beaucoup de travail, on imagine, hein, ça n'arrête pas, c'est le nombre de projets, mais... Beaucoup de travail et... On entend toujours que les Français sont négatifs et tout. Là, on parle d'engagement, on parle de positif, pardon. On parle effectivement d'actions qui ont un impact à plus ou moins long terme. Ce qui est sans doute le plus gratifiant, qui est aussi extrêmement exigeant, c'est de pouvoir assurer un dialogue entre des mondes qui s'ignorent. Entre la petite association à Mayotte qui lutte au quotidien pour l'insertion des jeunes, avec les grandes entreprises mécènes de la Fondation. Et là aussi, on peut reprendre l'exemple d'Appels. Vous parlez de l'importance d'associer ces jeunes et cette association avec des grandes entreprises. C'est aussi le pari de la France Engage. La France Engage, elle assure ses missions techniquement et financièrement par le mécénat d'une douzaine d'entreprises qui apportent leurs compétences et leur financement. Et un réseau, évidemment. Et que donc, ce qui est justement gratifiant, mais qui porte aussi ce message optimiste, c'est que justement en France, contrairement à ce qu'on peut dire, des mondes différents continuent à se parler. La France Engage, c'est l'antithèse du repli sur soi. C'est le pari que des personnes qui ont des cultures, des genres, qui habitent sur des territoires différents, qui n'ont pas les mêmes revenus, peuvent continuer à agir, à travailler et en plus à apporter du progrès social. Et il arrive, que certaines structures que vous accompagnez mutualisent leurs forces sur des projets ou des axes en particulier. Vous les faites se rencontrer? Oui. Un des grands enjeux, c'est aussi la mise en réseau. Personnellement, je trouve pas assez encore. Je pense que nous gagnerions parfois à faire travailler en coalition beaucoup plus des associations. Mais... C'est une question de volonté ou parce que tout le monde, au final, a un peu la tête dans le guidon et un peu de tout, hein? Alors, il y a évidemment cela, il y a aussi une question de culture. La culture de la coalition, elle s'apprend avec la France Engage, mais elle n'est pas forcément évidente. Mais il y a des grandes réussites. Je pense notamment, il y a 2 grandes associations qui ont fusionné et qui étaient lauréates de la France Engage et qui ont fusionné. C'était Passeport Avenir et Fratelli, qui ont donné lieu à Article 1. Article 1, aujourd'hui, c'est la grande association qui a promu le mentorat et qui a porté avec le collectif Mentorat la politique publique du mentorat. Et si Article 1 est devenu une référence en matière d'accompagnement, d'égalité des chances, c'est quel est le résultat d'une fusion réussie entre 2 grandes associations qui ont décidé d'abandonner leur propre marque pour créer un élan sur un sujet essentiel. Alors justement, est-ce que tout ce petit monde a le temps de se réunir? Est-ce que vous arrivez à réunir bon nombre de lauréats chaque année, justement, pour fédérer ces énergies? C'est dans les tuyaux? Faut trouver le temps. Hein. Alors, d'abord, c'est du quotidien. La France Engage, c'est une maison dans le 11e arrondissement qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de manière gratuite à tous les lauréats de la France Engage qui y trouvent la présence de l'équipe, qui y trouvent d'autres associations, une salle de réunion, un lieu parfois aussi pour faire la fête, parce que c'est important d'avoir une dimension conviviale. Et puis, nous réunissons de manière annuelle tous les lauréats, et notamment le 21 novembre prochain, nous réunissons symboliquement dans l'hémicycle du Conseil économique et social les 187 lauréats depuis pour les 10 ans. 10 ans. Bah oui, faut fêter ça. Et qui vont depuis plusieurs semaines, ils sont tous mobilisés collectivement pour établir le récit d'impact des 10 ans de la France Engage, et puis pour imaginer la France et l'innovation sociale dans 10 ans. Et le 21 novembre, ces lauréats présenteront le livre blanc de l'innovation sociale 2024-2034. Je sais que vous ne connaissez pas forcément tous les projets, il y en a tellement, j'imagine, mais je tombe parfois sur la chronique, la France Engage chez nos confrères d'RTL.
Franchement, magnifique chronique, ça dure 3-4 minutes, c'est toujours très intéressant, avec un, voire même 2 projets. J'étais tombé sur l'une des dernières, Lire pour en sortir, effectivement, où la lecture est mise au service des prisonniers, parce que c'est aussi un tout autre univers, l'univers carcéral. Vous avez aussi bon nombre de projets sur la lecture ? Nous avons des projets sur la lecture. Historiquement, vous aviez également le Salon du livre de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis, Agir pour l'école. J'en ai parlé tout à l'heure. Bibliothèques sans frontières, évidemment. Et là aussi, c'est comment vous assurez la circulation entre des mondes dits très différents où la pratique de lecture n'est pas forcément évidente, même d'un point de vue matériel. C'est aussi l'enjeu de Bibliothèques sans frontières. Il faut apporter la pratique de la lecture, mais il faut aussi apporter matériellement la lecture. Et vous évoquez la lecture, mais dans le même esprit, il y a aussi beaucoup la question de la musique. Je pense aux concerts de poche. Concerts de poche, c'est quoi ? Les concerts de poche, c'est comment vous favorisez l'accès à la fois à la pratique et à l'écoute de la musique classique dans les quartiers populaires et dans les zones rurales où vous avez peu d'accès au spectacle de musique classique. Alix. Et comment se passe l'accompagnement dans la durée de ces structures ? Comment est-ce que vous vous engagez après ? Alors, l'accompagnement dure 3 ans d'un point de vue financier. Jusqu'à 300 000 € sur 3 ans. 300 000 € sur 3 ans. Pendant ces 3 années, dans un premier temps, chaque structure bénéficie d'un triple diagnostic. Un diagnostic stratégique, un diagnostic juridique et un diagnostic de mesure d'impact. À l'issue de ces 3 diagnostics, un programme d'accompagnement sur 3 ans, avec des rencontres régulières, et là, en fonction des besoins aussi, de pouvoir mobiliser des compétences chez nos entreprises partenaires ou de pouvoir refinancer un projet d'implantation territoriale. Et à l'issue des 3 années, il n'y a plus de soutien financier de la France Engage, mais vous restez dans la communauté de la France Engage et vous bénéficiez de la mise en réseau avec les autres lauréats. Et on retrouve la question aussi du réseau et de comment on coalise nos forces pour avoir plus d'impact. Et puis, vous continuez toujours aussi à bénéficier d'une valorisation médiatique. Vous avez pris l'exemple de la chronique d'RTL. Et puis, en opportunité d'un mécénat de compétences ou d'un conseil de mentorat, l'accès aussi à la maison à la France Engage, qui fait que vous gardez aussi votre label. Être labellisé La France Engage, c'est aussi bénéficier. C'est une vraie plus-value pour eux ? C'est une vraie plus-value. C'est un des Qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça leur rapporte une reconnaissance auprès des autres acteurs financiers, privés comme publics. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux et nous sommes en train justement d'interroger, de mener un travail d'enquête justement sur ce qu'apporte le label. D'accord. Et ce label, ça c'est très clair chez ceux qui sont interrogés, ça apporte de la crédibilité et ça ouvre des portes auprès des collectivités territoriales, auprès de l'État et auprès d'autres entreprises. Merci infiniment, Damien Baldin. On rappelle 42, 44 projets sélectionnés pour les finalistes ? Alors, 44 finalistes qui passent le grand oral la semaine prochaine. Et la réponse en juillet. Pour la fête nationale, c'est magnifique. Merci infiniment, Damien Baldin, directeur général de la Fondation La France Engage, d'avoir été avec nous. Encore merci bravo pour toutes vos très belles initiatives positives. La France Engage. Merci d'avoir été avec nous. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée en notre compagnie.